Bonsoir, merci à toutes et à tous. Alors après cette déambulation sonore dans les salles du musée, concoctée par Céline Duchesnay et Laurent Polleret, qui sont réalisateurs de documentaires pour France Culture, et avec qui nous avons déjà eu l'occasion de travailler avant la fermeture du musée. Eh bien, nous allons discuter avec Charles Stepanov, que j'ai le plaisir de recevoir autour de son livre L'animal et la mort, chasse, modernité et crise du sauvage. Alors, nous avions décidé avec Charles de vous proposer cette déambulation sonore dans le musée autour de la figure du cerf, puisque Charles avait contribué au numéro de la revue Bilbaude sur le cerf que vous pourrez découvrir après cette conférence. Et parce que le cerf, d'ailleurs qui fait la couverture de votre livre, Charles, et je pense que ce n'est pas anodin, est un animal emblématique du sauvage dans notre culture occidentale. Alors peut-être que vos oreilles résonnent encore de la bande originale du film Bambi, qui était donc le dernier son que vous avez pu entendre dans cette traversée des salles du musée. Et je voulais repartir de là pour entamer cette discussion, puisqu'on entendait Philippe Rouillet, qui donc est critique de cinéma, nous parler de la larme de Bambi, qui, dit-il, contient tout le chagrin du monde. Alors, Bambi incarne peut-être par excellence notre rapport contemporain à l'animal. Et en même temps, si on vous lit Charles Stepanov, cette figure n'est pas totalement nouvelle, puisque vous consacrez tout un chapitre de ce livre aux larmes du cerf, qui est un motif qui traverse en fait toute la littérature jusqu'à aujourd'hui. Et ces larmes du cerf ont suscité des débats intenses autour de la question de la compassion et de la violence envers l'animal, et de l'émergence que vous décrivez dans votre livre, du partage entre les deux, donc entre violence d'un côté et compassion de l'autre, qui structure aujourd'hui notre relation aux animaux en Occident. Alors voilà, je voulais vous demander de revenir peut-être sur ce chapitre et de commencer par là. Merci beaucoup Anne, je suis vraiment très heureux d'être présent ici pour cette discussion après cette introduction que moi j'ai trouvée magnifique et j'espère qu'elle vous a aussi intéressé. C'est vraiment une très, très belle entrée en matière qui expose beaucoup d'aspects effectivement que j'ai essayé de documenter, de discuter dans le livre pour commencer par la fin, donc ces larmes de Bambi. C'est vrai que j'ai rassemblé dans un chapitre Les larmes du cerf de nombreux témoignages, mais aussi des poèmes de chasseurs depuis la Renaissance sur ce phénomène des larmes du cervidé, ça peut être le chevreuil ou le cerf, qui au moment de ses fins dernières verse des larmes, a l'air de pleurer. Et beaucoup en fait, de chasseurs ont été très attentifs à ce phénomène, le décrivent et vont décrire un moment de compassion, vont dans les manuels de chasse, les manuels, les traités de vénerie, qui écrivent le pauvre cerf, son angoisse, la façon dont il se remémore tout son passé, il se remémore ses amours. Il y a eu des chansons qui ont été composées à ce sujet. Ça apparaît, les larmes du cerf, dans des opéras. Il y a encore une fanfare qui est en usage actuellement sur les pleurs, les larmes du cerf, et qui est un grand moment d'émotion pour ceux qui la sonnent. Et donc on a toute une tradition historique qu'on peut dire de chasse compassionnelle, quelque chose de curieux, d'ambigu comme ça, d'assez surprenant d'un point de vue extérieur, et qu'on voit manifester chez de grands auteurs qui ont marqué en fait la perception de l'animal dans l'Occident moderne. Je pense à Montaigne, un des premiers, on dit habituellement, à exprimer une sensibilité moderne de compassion envers l'animal en France. En réalité, il s'inscrit dans une tradition. Quand il parle du cerf aux abois, de ses larmes, du cerf qui a l'air de demander pitié aux humains et qu'on a envie d'épargner. Il dit lui-même, il épargne quand ses chiens, parce qu'il a un équipage en fait, lui-même il est chasseur, Montaigne, il a un équipage de chasse à courre, et quand il prend des lièvres, et il veut les relâcher.
Et il n'est pas le premier, en fait. Il s'inscrit dans une tradition antique. Il y a un auteur synégétique grec, Arien, qui parle de la chasse chez les Grecs et chez les Gaulois, les Celtes, et qui dit que le vrai chasseur noble, une fois que les chiens ont pris le lièvre, il le relâche parce que ça lui fait trop mal au cœur. Donc ça concerne le cerf, mais aussi des plus petits animaux comme le lièvre. Et il est très frappant de voir que le romancier, auteur du premier Bambi, lui-même est chasseur. Donc il s'inscrit dans cette tradition, on peut dire, de chasse compassionnelle. Et du coup, anthropologiquement, on se demande et pourquoi il y a une rupture? Pourquoi dans notre modernité récente, on a l'impression qu'il y a une incompatibilité totale entre d'un côté une empathie envers l'animal et de l'autre côté l'acte de chasse. En réalité, ces deux attitudes, la prédation et l'empathie, sont complètement liées dans l'histoire occidentale, comme je viens de l'évoquer, mais en fait également dans énormément d'autres sociétés, la plupart des sociétés de chasseurs-cueilleurs. C'est pour ça que je développe cette idée du prédateur empathique, qui serait probablement un aspect de la condition, de la formation de notre esprit, de notre sensibilité, héritée de notre passé de chasseurs-cueilleurs pléistocène. Oui, en fait, pour élargir au propos général de votre livre, il est vraiment structuré, où un des points de départ de cette enquête, c'est le paradoxe que vous formulez dans le rapport à la nature en Occident, qui est fondé, vous dites, sur une opposition entre d'un côté l'exploitation qui fait que, par exemple, on peut traiter une certaine catégorie d'animaux comme de la matière, et de l'autre la protection, qui fait aussi qu'on peut traiter une autre catégorie d'animaux, vous dites comme des enfants, donc nos animaux de compagnie. Et ces deux facettes, en fait, sont indissociables l'une de l'autre. On sont en quelque sorte des vases communicants, si on veut. Tout à fait. Alors, l'idée, c'est d'essayer d'aborder la violence d'un point de vue pas moral. Il y a des gens qui font ça très bien, mais d'un point de vue anthropologique. En se disant la violence, elle fait partie du sillage de toutes les formes de vie humaine. Il n'y a pas de mode de vie qui ne détruise pas autour de lui des animaux, des plantes, des milieux, des incendies provoqués par les chasseurs-cueilleurs ou les horticulteurs, que ce soit en Amazonie, en Sibérie ou en Australie. Donc, qu'est-ce que les sociétés humaines font de la violence? Il y a quelque chose de très particulier dans l'Occident moderne, c'est d'un côté une forme de démultiplication de la violence, son industrialisation avec l'artificialisation des milieux, la destruction totale et définitive de nombreux écosystèmes, l'industrialisation de la production de la viande et de l'abattage, de la mort démultipliée des animaux domestiques, du bétail. Et puis d'un autre côté, très paradoxalement, le fait que en Occident, c'est là qu'on voit se développer une sensibilité qui fait qu'on est intolérant à la vue du sang et à l'exercice même de la violence. Donc la plupart d'entre nous seraient incapables de tuer un animal avec nos mains. Pourtant, nous mangeons. Donc on a créé un mode de vie où il y a une consommation de viande énorme. Et en même temps, on peut manger de la viande toute sa vie sans avoir vu une carcasse entière d'un animal ou sans avoir tué un animal soi-même. Et ça, c'est quelque chose d'inconcevable dans la plupart des sociétés humaines. Donc anthropologiquement, là, il y a quelque chose de très étrange. Cette division entre, d'un côté, l'exploitation productive qui démultiplie la violence, et d'un autre côté, une sensibilité qui fait que nous la rejetons, nous la camouflons. Et ça s'incarne, c'est vrai, au niveau du traitement de l'animal, des animaux domestiques, dans une dichotomie entre, d'un côté, ce qu'on peut appeler les animaux matières, qui sont les animaux de rente, donc le bétail destiné à la production industrielle de la viande. On peut penser à tous les excès de l'élevage industriel, les poussins réduits en bouillie, les conditions d'élevage du porc qui n'ont rien à voir avec ce qui fait le bien-être de la vie d'un suidé, on va dire. Donc c'est l'animal matière. Et puis d'un autre côté, l'animal enfant, c'est le traitement très singulier de quelques espèces privilégiées, les chats, les chiens, animaux de compagnie, donc, qui vivent dans la dépendance totale des humains, pour le chien, le chat d'appartement, qui ne peuvent plus exercer leur comportement, leurs aptitudes, leurs compétences olfactives de prédateurs, et qui sont entièrement nourris, soignés, et qui n'ont pas accès à la maturité
sexuelle, notamment avec l'injonction de la castration de plus en plus forte, qui fait qu'ils n'ont pas accès aux hormones qui, qui permettent de développer un comportement adulte complet, en sorte qu'ils ils restent immatures toute leur vie dans un état de dépendance. Donc ça, l'animal enfant. Donc animal matière d'un côté, animal enfant. Qui sont, pardon, voilà, juste pour finir la boucle, qui sont pas juste une sorte de schizophrénie occidentale bizarre, qui sont en complémentarité. C'est ça le plus intéressant, c'est qu'on n'aurait pas pu, à partir de l'après-guerre, d'après la Deuxième Guerre mondiale, développer un mode de vie de prédateurs comme les chiens et les chats en dépendance totale de l'humain si on n'avait pas pu les nourrir avec de la viande produite par l'élevage industriel. Donc on nourrit en fait nos animaux enfants de la chair et du sang de nos animaux matières. Et pour poursuivre sur cette idée, vous dites que ça implique ce que vous appelez une division du travail moral par rapport à l'animal, qui n'est pas d'ailleurs strictement contemporaine. Enfin, il y a une histoire longue en fait de cette division du travail moral, où la violence est réservée à certaines classes et la contemplation et la bienveillance envers la nature à d'autres classes. Et vous dites que c'est déjà en fait théorisé comme ça par Thomas More dans l'Utopie. Voilà, en fait, l'enjeu, ça va être d'essayer de comprendre les rouages économiques et sociaux qui rendent possible ce dualisme étrange entre, d'un côté, une sensibilité marquée par la bienveillance et, d'un autre côté, une industrialisation de la violence. Il y a un phénomène de délégation de la violence qui permet simplement à certaines classes, aux élites, de ne pas avoir exercé elles-mêmes la violence, mais qui vont en tirer les bénéfices par leur violence, aussi bien envers les végétaux qu'envers les animaux. C'est l'abattage d'arbres, par exemple. Donc on va utiliser des bureaux, des tables, etc. Mais on est choqué par le fait que des bûcherons abattent des arbres. Ça s'exprime, par exemple, chez Ronsard, dans son poème « Contre les bûcherons de la forêt de Gâtine ». On a là vraiment l'expression d'une sensibilité du poète, voilà, qui va construire sa propre figure en contraste par rapport au bûcheron. Le poète, lui, il est sensible, il voit les divinités, il voit les nymphes dans la forêt, et le bûcheron, lui, il est brutal, il est violent. Et bien de même par rapport au boucher. Le boucher, c'est dans l'utopie de Thomas More, ce sont des esclaves, parce que l'exercice de la violence, dans cette utopie, il est indigne des hommes libres, il est réservé à une couche inférieure de la société. Et ça se réalise dans la société, ensuite, ultérieurement, avec une relégation des abattoirs à l'écart de la ville. Au XIXe siècle, c'est ce que Thomas More imagine, lui, au XVIe siècle, avec un côté visionnaire très frappant. Et lui, il s'inspire du modèle indien, de la société indienne. On a, donc, j'essaie de faire un parallèle à la fin de l'ouvrage entre le rapport à la violence dans l'Occident moderne et puis en Inde, où on a un même phénomène de hiérarchisation de la société, une division du rapport à la violence selon les classes sociales. Et en Inde, eh bien, l'abattage des animaux, typiquement de la vache, ça va être réservé aux castes inférieures, aux intouchables ou bien aux exclus, les chrétiens et les musulmans. Donc ce rapport à la violence va avoir une force de prisme différenciateur et légitimant des hiérarchies sociales. Alors, on va venir à votre terrain d'enquête pour ce livre, qui, contrairement à d'habitude où vous partez loin, là, vous avez enquêté dans le Perche, autour de chez vous, et vous vous attachez à décrire ce que vous appelez une cosmologie paysanne, donc vous allez nous expliquer ce que vous entendez par là, qui résiste et qui fait effraction à ces oppositions et à ces catégories purifiées en quelque sorte dans les relations à la nature. Et vous dites qu'il s'y maintient alors dans certaines formes de chasse, dans certaines relations avec les animaux sauvages, avec les chiens aussi, une forme de trouble peut-être. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire à quel type de relation au milieu vous vous êtes intéressé? Alors, j'ai essayé d'aborder la chasse sous ses différents aspects, parce que même si on parle du monde de la chasse institutionnellement, en réalité, c'est des milieux sociaux, des traditions complètement différentes qui ont été pendant longtemps en confrontation brutale.
Donc, je parle de la chasse commerciale, de la chasse à courre, mais aussi des traditions de la chasse paysanne, même si évidemment, le monde paysan est complètement bouleversé et démographiquement très réduit. On parle de monde rural dépaysanné. Il y a quand même une forme de culture, d'éthique, donc que j'essaie d'identifier à la fois dans l'enquête et puis en utilisant les sources historiques. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un rapport au milieu vivant et aux animaux qui s'est constitué antérieurement à cette division moderne entre l'exploitation productiviste et l'attitude de bienveillance protectrice, qui sont deux formes de domination finalement. Donc c'est quelque chose, c'est un mode de relation au milieu vivant qui est prémoderne et qui est caractérisé par son trouble, effectivement, par le fait que ces grandes divisions ne sont pas opérantes. Ces grandes catégorisations modernes entre l'animal enfant d'un côté, puis l'animal matière de l'autre, ne valent pas pour ce qui est eh bien, du gibier, du statut du gibier dans le monde paysan, qui est à la fois, on peut dire, un cohabitant, puisqu'il est observé, admiré. Donc on entendait tout à l'heure le témoignage de Serge dans les salles en haut, dans le musée. Il y a cette idée de voir, du plaisir de l'observation au quotidien, de la part de gens qui sont au travail, pour qui la nature, les champs, les forêts, c'est pas un lieu où on va pour se détendre, pour le loisir. C'est un lieu de travail aussi au quotidien. Donc il n'y a pas cette séparation entre le lieu du loisir, le lieu du travail, le temps de l'exploitation et le temps du loisir. Tout ça est entremêlé. Et donc, la présence des animaux sauvages, voilà, ça va être des petites perdrix, des hirondelles qui sont observées, et donc une imbrication, un enchevêtrement de ces existences dans des modes de vie qui incluent du sauvage dans le domestique, typiquement dans le bocage, avec la présence de ce qu'on appelle la forêt linéaire, qui est au milieu des espaces cultivés, des espaces de travail, et qui, la forêt linéaire des haies, introduit du sauvage, de l'incontrôlé, de la surprise, de l'émerveillement, de l'observation au quotidien, au moment du travail de la terre. Et il y a l'hirondelle, par exemple, ça m'a intrigué parce que moi, j'ai essayé de mener une enquête de sciences sociales sur un phénomène biologique qui est ce qu'on appelle la 6e extinction des espèces, la chute de la biodiversité. Je pense que les chercheurs en sciences sociales ont à documenter ce phénomène et la façon dont il est vécu émotionnellement par les habitants. Eh bien, je posais la question aux gens, qu'est-ce que ça change pour vous? Qu'est-ce que vous observez? Est-ce qu'il y a moins, plus d'oiseaux? Qu'est-ce qui se passe? Et beaucoup de gens parlaient de l'hirondelle, mais avec comme un déchirement au cœur. Le fait d'avoir eu des nids d'hirondelles qui, cette année, ils sont vides. Elles ne sont plus revenues. Et en creusant ça, les gens me disaient, oui, ça porte bonheur. C'est une bénédiction de Dieu. L'hirondelle, quand elle fait un tour dans la maison, ça va porter chance pour toute l'année. Donc on voit que ce n'est pas juste un être... tel que nous décrivent les sciences naturelles, un être biologique, c'est aussi un être avec lequel il y a des liens symboliques, cosmiques, puisque l'hirondelle, elle annonce le printemps, elle annonce les changements de météo. Et donc l'absence des hirondelles est quelque chose de très frappant. Leurs effectifs ont chuté de 40% ces 15 dernières années, donc c'est quelque chose d'extrêmement violent. Vécu par les gens. Et donc j'ai poursuivi l'enquête là dans les sources plus anciennes. Pourquoi c'est un oiseau auquel les gens tiennent tellement? Eh bien, dans les cosmologies paysannes relevées par l'ethnologie au 19e, au 20e siècle, l'hirondelle, c'est un oiseau qui apporte le feu aux humains dans beaucoup de récits mythiques. Depuis la Bretagne jusqu'à l'Altaï, aux régions où j'ai fait mes enquêtes de terrain, moi, eh bien, on a les mêmes mythes. L'hirondelle, elle a apporté aux humains le feu. C'est pour ça que l'hirondelle rustique, elle a le cou qui est rouge. Et puis, Dieu ou le diable a essayé de la rattraper parce qu'elle a volé le feu chez Dieu ou le diable. Et hop, il a tiré les plumes. Et c'est pour ça que la queue était chancrée en forme de V. Et voilà, c'est la même histoire qu'on raconte dans les campagnes françaises, en Ukraine, en Sibérie. Donc c'est quelque chose de très ancien, forcément, de très profond, qui remonte peut-être aux grandes migrations de l'âge du bronze ou peut-être antérieurement. Et voilà, c'est ça les cosmologies paysannes, c'est cette idée qu'il y a une origine de la vie sociale, humanisée, qui se trouve dans le monde sauvage. Donc il y a une dépendance du monde domestique envers le monde sauvage, des imbrications, des enchevêtrements qui sont en train de se déliter
avec la crise actuelle de la biodiversité. Et vous parlez du coup de vos terrains d'études en Sibérie. En quoi est-ce que justement ces terrains, enfin l'expérience de ces terrains, est venue éclairer cette enquête que vous avez menée dans le Perche? Est-ce que vous faites des comparaisons hein, dans le livre, mais du coup, sur le plan méthodologique, est-ce que ça a forgé certaines questions d'une autre manière, le fait d'avoir étudié les relations aux animaux là-bas, dans une cosmologie de type animiste? Oui, totalement. C'est un parti pris que j'ai choisi dès le départ, d'aller finalement dans ces régions proches de Paris, proches de chez moi, avec un regard sibérien. L'idée, c'était de mener cette ambition de l'anthropologie définie par Lévi-Strauss, d'éclairer le proche par le lointain et le lointain par le proche. Ça impliquait effectivement d'utiliser la méthodologie, les questionnements, les problèmes que je me suis posés pendant 15 années que j'ai étudié le monde sibérien, et c'est pas fini, en faisant des enquêtes de terrain sur les chamans, sur des rituels dans lesquels les gens parlent aux loups, imitent les loups, ou les rêves avec des contacts avec les esprits des animaux, déterminent complètement le rapport des chasseurs à leur environnement. Tout ça est complètement nourri de l'activité de la chasse, l'animisme ou le chamanisme. Donc ça m'a amené à poser des questions que les sociologues n'avaient pas posées, les sociologues ayant travaillé sur la chasse en France. Par exemple, est-ce que vous rêvez des animaux que j'ai demandé systématiquement à pas mal de gens, des chasseurs, mais aussi des militants anti-chasse, chez lesquels j'ai enquêté également. Et donc j'étais frappé d'avoir que cette question était très importante. Et beaucoup de gens, surtout jeunes, font des rêves de chasse extrêmement forts. Ils dorment très mal la veille de l'ouverture. Ils voient des tas de choses. Ils se voient sangliers parmi les sangliers. Ils font des rêves prémonitoires qui leur permettent d'identifier le lieu où va se trouver le gibier. Donc des usages de l'expérience onirique qui sont assez semblables au monde sibérien ou nord-asiatique, même si ça ne donne pas du tout lieu à une formalisation institutionnelle, à des rituels comme ça existe en Sibérie. Donc c'est quelque chose de tout à fait informel, quasi indicible, dont les gens parlent peu, mais qui fait partie de l'affectif et du rapport à l'animal dans la chasse. Voilà, je me suis intéressé aux rituels, évidemment, étant spécialiste des rituels par le chamanisme. Donc j'ai été attiré par des formes de gestes qui m'ont intrigué, le fait de la dernière bouchée, on appelle ça, dans la brisée, dans les traditions de chasse dans le monde de l'Europe centrale, de l'Allemagne, et qui se répandent de façon assez récente à travers la France. Une offrande donc post-mortem à l'animal qui a été tué, qui est ancienne dans une certaine partie de l'Europe, qui est connue à travers toute l'Eurasie et qui a des témoignages probables au Paléolithique supérieur. Donc là, on a à nouveau des formes de résurgence. C'est pas forcément des vestiges, c'est pas forcément des survivances, puisque ça se répand actuellement. C'est très intriguant, qui font penser à des modes de relations animistes. Donc ça fait des comparaisons possibles. Et comment est-ce que vous expliquez cette résurgence justement du rituel ici? Oui, alors ça fait pas partie des traditions de chasse à la française. La tradition de chasse à la française, c'est la vénerie, et il n'y a pas ce genre d'offrande à l'animal tué. Il y a d'autres formes d'offrande, de reconnaissance, de respect, mais c'est différent. Et alors je pense qu'il faut avoir une explication qui va faire intervenir tous les bouleversements que connaissent les pratiques de la chasse depuis la Deuxième Guerre mondiale, à savoir écologiques, politiques et sociaux et sociologiques. Savoir que la chasse dominante au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a 1 800 000 chasseurs, ça va atteindre 2,2 millions en 1978, c'est la chasse populaire au petit gibier. Or, le petit gibier disparaît. Et donc, il y a eu une grande conversion dans l'après-guerre, conversion des chasseurs de petits gibier. Soit ils ont abandonné pour beaucoup, soit ils sont convertis au grand gibier. Donc, on a eu un accès de classes agricoles, ouvrières, à la chasse au gros gibier.
Et ça, c'est très très important sur le plan politique, même cosmopolitique, parce que bien se souvenir que pendant au moins 1000 ans, les milieux populaires en France ont été exclus de la chasse, c'est totalement interdit, sauf par braconnage, mais la chasse au gros gibier, le contact avec ces gros animaux, les cerfs ou les sangliers, n'existait pas. Et donc on se retrouve là tout d'un coup avec une surabondance de grands animaux. Et ça, au niveau émotionnel, tuer un grand mammifère, qui a plein de points communs avec nous, hein, l'anatomie à l'intérieur c'est pareil, c'est beaucoup plus fort émotionnellement que tuer une perdrix. Et donc il y a eu voilà, de nombreuses personnes, des nouveaux groupes sociaux ont eu accès à cette violence de l'acte de la mise à mort, en plus démultiplié avec le nombre de sangliers qui augmente. Et donc il y a eu un besoin de marquer le coup, disent certains, de traduire, de canaliser cette émotion que vivent les chasseurs, surtout les premiers chasseurs, première fois qu'on a tué un gros gibier, et de donner un aspect cérémoniel, rituel, mémorable, pour que ça ne soit pas juste un acte d'abattage, mais un acte social qui marque du respect envers l'animal et qui marque un passage aussi du jeune chasseur en entrée dans la communauté des chasseurs. Donc finalement, on a inventé, réinventé, reproduit, récupéré des actes rituels. Il y a le baptême du chasseur, il y a cette brisée, pour resocialiser, redonner un sens à l'acte de la mise à mort. Vous avez évoqué la disparition du petit gibier, enfin on peut dire des espèces en fait de plaine, du fait qui est lié à la modernisation des pratiques agricoles après la Seconde Guerre mondiale. Et vous dites dans votre livre que parler de chasse paysanne, c'est parler d'un double effondrement, l'effondrement d'un style de vie intrinsèquement lié à l'effondrement du tissu multi-espèces des campagnes. Et vous parlez d'espèces compagnes au quotidien qui disparaissent. Et vous racontez notamment quelle importance avait la perdrix grise dans les campagnes. Et avec elle, en fait, un pan un peu moins connu de la modernisation de la gestion de la nature en France, qui est en parallèle de la modernisation agricole, une modernisation de la gestion du sauvage dont la perdrix est vraiment emblématique. Oui, tout à fait. La perdrix, ça m'a passionné parce que ça déploie énormément de choses. C'est un emblème effectivement d'une région, hein. Quand on prend l'autoroute, qu'on arrive dans la Beauce, bon, bah, il y a un grand panneau marron, hein, vous savez. La Beauce, c'est quoi? Bah, c'est les champs de blé, la cathédrale de Chartres, ses vitraux et la perdrix qui s'envole. Or, des perdrix, bah, il n'y en a plus. C'est une disparition extraordinairement brutale. Les effectifs ont diminué de 95% en 40 ans. C'est quasiment une extinction, il en reste presque plus. Or, c'était un oiseau extrêmement présent. À la Renaissance, on a un témoignage en Normandie de Gilles de Gouberville, qui raconte toutes ces chasses de façon très détaillée, et puis les cadeaux qu'il fait. C'était le lien, c'était un opérateur de lien social, la perdrix. C'est-à-dire qu'on allait à la chasse, et puis on offrait, c'est pas juste soit pour manger, mais c'était un cadeau qu'on pouvait faire au juge, un petit pot de vin, cadeau de mariage, dans le chaboté, si vous vous souvenez, le chat, bah, il va offrir quoi au roi? Des lapins, et puis des perdrix. C'était aussi un oiseau qui forgeait un certain type de paysage sonore. Les perdrix rappelaient le soir, et beaucoup de gens me racontent que bah, là, tu n'entends rien, ici, tu vois, il n'y a rien, rien. Et ben là, on entendait il y a quelques années encore, récemment, et on aimait sortir pour aller les écouter. Voilà ce que racontent les habitants. Donc c'est tout un monde sensible, toute une phénoménologie, voilà, qui se modifie, qui s'appauvrit, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette fameuse perdrix? Beaucoup de gens me racontaient, bah, ouais, on l'a vu disparaître, même des jeunes. En fait, il y avait des témoignages de ça très tôt dans d'autres régions que le Perche et la Beauce. C'était des reliquats dans le Perche et la Beauce. Mais dans le reste de la France, ça a disparu beaucoup plus tôt. En Allemagne, en Alsace, dès les années 50-60. C'est toujours lié à des changements de pratiques agraires, donc au remembrement, mais aussi à l'usage des intrants chimiques qui ont fragilisé cet oiseau qui est très sensible. Et le premier, ça a été les arséniates de plomb introduits dans les années 10 pour la vigne, et puis ensuite par rapport à l'invasion du Doryphore du Colorado, qui est
un dévastateur des cultures de pommes de terre. Ça arrive, c'est déjà la mondialisation, dans les années 20, un navire américain qui arrive dans la Gironde, il débarque des pommes de terre, et puis même pas de chance, il y avait ce scarabée à l'intérieur qui va se répandre à travers la France et même toute l'Eurasie en très peu d'années. Et là, la pomme de terre, c'est important, il faut nourrir les gens. Donc les pouvoirs publics, d'abord, ils envoient les gamins ramasser les doryphores, et puis ça ne va pas assez vite, et donc on va utiliser l'arséniate de plomb, qui devient obligatoire sous Vichy. C'est cette période de Vichy. D'un côté, il y a une revendication, le retour à la terre, la France éternelle. En réalité, Vichy, c'est vraiment la période de déclenchement de la modernisation de l'agriculture, avec une police phytosanitaire, l'introduction obligatoire de ces produits. Et qui sont les lanceurs d'alerte sur ce produit, qui est évidemment toxique, arsenic plus plomb? C'est les chasseurs. Dès les années 30, les fédérations de chasse, les groupements remontent le fait qu'on découvre des tas de perdreaux qui sont alignés par terre dans les champs de pommes de terre. Et donc il y a une alerte, le gouvernement prend ça au sérieux, c'est 1939, il dit oui, on va faire une commission d'enquête. Évidemment, la guerre éclate et donc c'est rapidement oublié, cette commission d'enquête. Et les choix des pouvoirs publics dans les années 50, ça va être de dire on a besoin d'une agriculture moderne, il faut nourrir les Français, il faut faire baisser les prix, il faut sortir de la famine. Mais qu'est-ce qu'on va faire de la faune? D'un autre côté, on a aussi beaucoup de chasseurs, de plus en plus nombreux. Le Parti communiste défend la chasse. La chasse, c'est le loisir des ouvriers et des paysans. Eh bien, on va moderniser aussi la faune. On modernise l'agriculture, les espèces domestiques. On va créer une faune industrielle. C'est un choix des pouvoirs publics de la part de l'Office national de la chasse, qui s'allie avec l'INRA et qui vont mobiliser des biologistes pour domestiquer la perdrix, ce qu'on n'avait jamais réussi à faire depuis le XVIIe siècle. Il y avait des techniques qui aidaient à la reproduction des perdrix dans les faisanderies royales. Et c'est seulement dans les années 50-60, dans ces laboratoires, qu'on arrive à la domestiquer en utilisant des méthodes qui sont inspirées de l'élevage industriel de volailles. Et au niveau cosmologique, c'est intéressant de voir la métamorphose des discours des spécialistes des perdrix. Autrefois, on parlait, jusque dans les années 50, de la perdrix de façon très anthropomorphique. Elles se marient, les perdrix, elles sont amoureuses, elles sont monogames, elles sont fidèles, à la différence du faisan qui est infidèle. Les mères sont très rusées, elles protègent les petits en faisant semblant d'être blessées pour détourner le prédateur. La Fontaine parle de ça, Buffon parle de ça, c'est des évidences pour tout le monde. Et à partir des années 60, la perdrix est redéfinie de façon uniquement physiologique, et tout ce qui est amour, ça disparaît, on dit qu'il faut passer au mariage forcé. C'est l'éleveur qui va choisir lui-même former les couples. Alors elles se battent, elles font des divorces, on leur donne des tranquillisants. On va séparer les mères des petits. Les petits n'ont plus besoin d'avoir l'éducation des mères, alors que c'était évident, que c'était indispensable pour tout le monde auparavant. Donc c'est là véritablement un changement de cosmologie, dans le sens où c'est la vision même de l'animal qui est transformée. Tout ce qui était rapport au milieu, le fait que la perdrix a besoin de son bocage, que les perdreaux ont besoin de l'éducation des mères, pour pouvoir se défendre par rapport aux prédateurs, savoir à quel moment ils peuvent sortir pour échapper aux busards, savoir se nourrir. Tout ça est gommé par les scientifiques à l'époque. Et c'est ces mêmes scientifiques qui aujourd'hui nous disent c'était une catastrophe tout ça en fait. On a produit malheureusement des perdrix complètement inadaptés à la vie sauvage. On en lâche 5 millions par an actuellement en France. Et on a créé une pollution génétique très grave. Donc les pouvoirs publics ont malheureusement probablement contribué à l'extinction de l'espèce. Merci pour cette histoire de la perdrix. J'ai une dernière question, peut-être avant qu'on échange avec vous et qu'on aille boire un verre, ne pas oublier. Il y a une dimension... Justement, ces zones de résistance ou de peut-être réinvention aussi, de relations au milieu dans ce double effondrement que vous décrivez. Alors, votre terrain d'enquête, c'est la chasse paysanne. Est-ce qu'on peut imaginer ou est-ce que vous observez aussi d'autres terrains de réinvention, peut-être sans cet héritage que vous décrivez dans le livre, sans cet héritage justement transmis dans les familles de chasseurs ou de paysans? Je pense, je sais pas, à des pratiques comme l'agroécologie ou ce qui se passe
à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où je crois vous êtes allé cet été. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres terrains de Oui, recomposition? je pense qu'il y a un intérêt, pas universel, mais qui monte chez des jeunes, chez des étudiants, effectivement, par rapport à la crise écologique, à la crise climatique, un intérêt pour des formes de rapport au vivant, des façons d'habiter la Terre alternatives au mode dominant. Et du coup, la renaissance d'un intérêt pour des modes pré-modernes, ça ne veut pas dire archaïques, ça veut dire juste qu'ils ne sont pas forcément engoncés dans cette dichotomie entre exploitation et protection. Donc des modes de perception du vivant qui soient ceux des habitants. L'idée qu'il y a une légitimité des habitants par rapport à la Terre et par rapport aux animaux et aux plantes qui est liée à l'autochtonie. Et donc, oui, on le voit dans des lieux, alors sur mon terrain dans le Perche, chez des jeunes qui vont revendiquer l'héritage paysan sans être forcément agriculteurs, mais qui sont forestiers, ouvriers forestiers par exemple. Et pour eux, ça fait partie de l'appartenance au territoire, le fait de connaître la forêt de façon intime, d'aller dans des lieux où personne passe, dans les buissons, mais aussi de savoir découper une biche proprement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me frappait de voir des jeunes de 20 ans, comme ça, qui savent faire les gestes exacts de la découpe, du dépouillement, de savoir vider l'animal, et c'est gros de vider une biche. Et des gestes que j'avais vus chez des jeunes chasseurs, aussi bien en Sibérie, qui sont quasiment les mêmes. Et il y a même finalement là-dedans une éthique de respect envers l'animal. On ne va pas transformer ça en bouillie. C'est une esthétique du geste bouché, une éthique, et que je retrouve aussi finalement, oui, chez des gens d'autres horizons sociologiques. J'étais il y a quelques semaines à la zone à défendre, donc Notre-Dame-des-Landes. Vous vous souvenez, cette zone qui est l'objet d'un long conflit par rapport à un projet d'aéroport, où se sont installées des communautés de jeunes, souvent qui viennent de milieux cultivés et qui veulent devenir paysans. Et là, il y avait des rencontres autour de l'élevage paysan. Et ils sont très attachés à cette notion. Nous, l'élevage qu'on veut mener, c'est de l'élevage paysan, c'est pas l'élevage industriel. Avec le fait qu'on est des habitants, la nature autour de nous, on la respecte parce que c'est notre maison. On ne va pas tout foutre en l'air parce que c'est ce qu'on aime voir et fréquenter au quotidien. Et qui revendique aussi l'autonomie par le fait de ne pas déléguer la violence. Donc des jeunes qui vont faire passer un CAP de boucherie pour des femmes qui se mettent à la boucherie, à l'élevage, et parce qu'ils revendiquent le fait de maîtriser les conditions de la survie, finalement, de A à Z, et le rapport à l'animal de la naissance à la mort. Donc il y a aussi tout le mouvement de revenir à l'abattage à la ferme, par exemple. Voilà. Donc c'est autant de thèmes qui convergent autour, je crois, de cette question de retrouver une forme d'autonomie dans la subsistance et de remettre en cause des formes de délégation parce que on en mesure aujourd'hui les dégâts sur le plan écologique, mais aussi éthique. Voilà. Et merci beaucoup.